On entend parler de populisme partout, tout le temps. Mais concrètement, quel est l'impact sur l'économie, sur la vie des gens, au-delà des discours et des promesses? Que disent les chiffres? Aujourd'hui, on se penche sur une étude académique assez solide qui a analysé plus d'un siècle de données pour répondre justement à cette question. L'objectif des auteurs, c'était vraiment de séparer les faits de la fiction. Et on ne parle pas d'un phénomène marginal, loin de là. En ce moment même, plus d'un quart des pays dans le monde sont dirigés par un leader qu'on peut qualifier de populiste. C'est un record. Ça devient donc pas mal urgent de comprendre ce que ça implique pour la prospérité à long terme d'un pays. Bon, voici comment on va décortiquer tout ça. On va d'abord s'attarder à la question qui a motivé les chercheurs. Ensuite, étape cruciale, on va voir comment ils ont défini ce qu'est un populiste. Après ça, on va plonger dans la méthode un peu spectaculaire qu'ils ont utilisée pour isoler son impact. Puis, bien sûr, on va regarder les résultats, les conséquences et ce qu'il faut retenir de tout ça. Alors on commence. Première section. La question fondamentale. Ce que les chercheurs veulent faire ici, c'est vraiment de dépasser les anecdotes et les impressions pour dresser un bilan économique qui est systématique et surtout rigoureux. La question de recherche est donc très directe. Comment les économies performent-elles sous un régime populiste? Ça a l'air simple, mais pour y répondre, il faut mesurer froidement sur la durée des choses comme le PIB par habitant, sans se laisser distraire par les discours politiques. C'est ça le défi. On arrive maintenant à une étape délicate. Pour mesurer l'impact du populisme, il faut d'abord être capable de dire lui c'en est un et lui non. C'est le défi numéro un de n'importe quelle étude sur le sujet. Les auteurs devaient donc construire une définition claire, objective, qu'on peut appliquer de la même façon à travers le temps et les cultures. Et voici la définition qu'ils ont utilisée. C'est important de comprendre que le populisme, ce n'est pas une idéologie précise, comme le socialisme ou le libéralisme. Non, c'est un style politique. Le mécanisme, c'est toujours le même, diviser la société en deux camps. D'un côté, le bon peuple, pur et honnête, de l'autre, les élites corrompues. Et le leader populiste, lui, se présente comme le seul, l'unique porte-parole de ce vrai peuple. Et ce style-là, il est flexible. La recette est la même, mais les ingrédients changent. Un populiste de gauche va définir l'élite en termes économiques. Ce sont les banquiers, les PDG de multinationales. Un populiste de droite, lui, va plutôt définir l'élite en termes culturels. Il va l'accuser de protéger des groupes autres, les immigrants, les minorités, au détriment du vrai peuple national. Alors, comment on applique cette définition sur 120 ans d'histoire et des centaines de leaders? Eh bien, avec une méthode de détective à très grande échelle. Imaginez un peu le travail. Les chercheurs ont ramassé et numérisé des milliers de pages d'analyse historique et politique. Ensuite, pour chaque chef de gouvernement depuis 1900, ils ont vérifié si les experts et les historiens le décrivaient comme utilisant cette fameuse rhétorique du peuple contre les élites. C'est une façon vraiment rigoureuse de passer d'un concept abstrait à une mesure concrète. On passe maintenant à la stratégie empirique. Et c'est là que ça devient franchement fascinant. Le plus gros problème quand on veut mesurer l'effet d'un dirigeant, c'est qu'on ne saura jamais ce qui se serait passé sans lui. On ne peut pas remonter le temps. Il faut donc trouver un moyen de construire ce scénario alternatif, ce qu'on appelle un contrefactuel crédible. C'est la question qui vaut $1 million si on veut établir un lien de cause à effet. Comment on fait pour isoler l'effet spécifique du leader populiste de toutes les autres choses qui peuvent influencer une économie? C'est exactement le problème d'identification que les chercheurs devaient absolument résoudre. Et la solution qu'ils ont trouvée, c'est une méthode statistique qui s'appelle le contrôle synthétique. L'idée, en gros, c'est de créer un jumeau économique virtuel pour le pays qui a élu un populiste. Un algorithme va piger dans les données d'autres pays pour construire un pays fictif, un doppelganger, dont la trajectoire économique avant l'arrivée du populiste est une copie conforme de celle du pays réel. Et attention, on ne parle pas juste d'égaler le PIB. Pour que le jumeau soit vraiment crédible, l'algorithme s'assure que les deux pays, le réel et le synthétique, étaient pareils sur toute une série de facteurs clés avant l'élection. La solidité des institutions, le niveau de démocratie, le taux d'inflation. Le but, c'est de s'assurer que la seule différence majeure qui va apparaître entre les deux par la suite, c'est l'arrivée au pouvoir du leader populiste. Une fois que ce jumeau parfait est créé, l'expérience peut commencer. C'est simple. On regarde comment l'économie réelle évolue sous le règne du populiste et on compare cette trajectoire à celle de son jumeau synthétique, qui, lui, a continué son chemin sans ce dirigeant. Le résultat, il est frappant. En moyenne, 15 ans après l'arrivée d'un populiste au pouvoir, le PIB par habitant est inférieur de plus de 10 %. Pour le dire plus simplement, le pays est 10 % plus pauvre qu'il aurait été s'il avait suivi la trajectoire de son jumeau économique. C'est énorme.
Ce graphique illustre bien sa divergence. Imaginez deux voitures identiques qui partent en même temps du même point à la même vitesse. 15 ans plus tard, la voiture populiste a visiblement ralenti alors que son jumeau non populiste a continué sa progression. L'écart est majeur. Il ne s'agit pas d'un simple ralentissement, mais bien d'une perte de vitesse qui s'installe dans la durée. Et un point vraiment crucial de l'étude, c'est que ce résultat est vrai peu importe l'idéologie. Que le populisme soit de gauche ou de droite, le résultat économique est le même. Ça suggère fortement que le problème n'est pas l'idéologie, mais bien le style de gouvernance populiste lui-même. Mais l'histoire ne s'arrête pas au PIB. Les chercheurs ont aussi exploré les effets en cascade sur d'autres aspects de l'économie et de la société. Le discours nationaliste et protectionniste semble avoir des conséquences bien réelles. On observe un vrai repli sur soi. Comparés à leurs jumeaux synthétiques, les pays dirigés par des populistes échangent moins avec le reste du monde et se déconnectent des circuits financiers internationaux. L'étude constate aussi une dégradation des institutions démocratiques. La rhétorique anti-establishment se traduit souvent par des attaques contre ce qu'on appelle les contre-pouvoirs, comme une justice indépendante ou une presse libre. Or, ces institutions sont les fondations d'une économie saine et prévisible. Les affaiblir, en bout de ligne, c'est scier la branche sur laquelle la prospérité est assise. Et ça, c'est peut-être la découverte la plus ironique de l'étude. Malgré un discours entièrement axé sur la lutte contre les élites et la défense du peuple, les chercheurs ne trouvent aucune preuve que les régimes populistes réussissent à réduire les inégalités de revenus. Les belles promesses ne se matérialisent pas dans les chiffres. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quelle est la grande leçon de cette analyse? On va synthétiser la thèse finale de l'article et voir ce que ça implique. La thèse centrale des auteurs, c'est que le populisme coûte cher, très cher, et sur le long terme. Ça vient contredire d'anciennes théories qui parlaient d'un simple cycle populiste, avec un boom économique au début, suivi d'une crise. Non, ce que les données montrent ici, c'est plutôt une trajectoire de déclin lent, mais constant, une stagnation qui s'installe. Les implications de cette recherche sont vraiment importantes. Premièrement, elle bouscule les vieilles idées sur le populisme. Deuxièmement, elle offre un outil concret basé sur des données pour évaluer le risque politique d'un pays. Et surtout, elle ouvre une nouvelle question, une question un peu vertigineuse. Si le coût économique est si élevé et si clair, pourquoi ce style politique est-il de plus en plus populaire? Et c'est là-dessus que l'étude nous laisse. Si les faits montrent un appauvrissement à long terme, qu'est-ce qui peut bien motiver les électeurs à soutenir ces dirigeants? Ça nous laisse penser que les facteurs économiques ne sont peut-être pas les seuls, ni même les plus importants, dans l'équation politique complexe d'aujourd'hui. C'est une question qui reste ouverte.